Bienvenue. Bon, déjà, comment ça va, Julia? Ah bah, on est pas mal ici quand même. C'est pas mal. Hein. Oui, ça va bien. Écoute, moi je voulais commencer par te demander quel est ton premier souvenir marquant de cinéma. Est-ce qu'il y a un film, est-ce qu'il y a une séquence, est-ce qu'il y a une image qui reste collée à toi? Oui, bien sûr, il y en a même plusieurs, mais je pense que le film qui a été... Enfin, en fait, mon premier souvenir d'identification à un personnage, d'identification à des peurs, à des fantasmes, j'étais très jeune, j'avais 8 ans, et c'est quand j'ai vu Cria Cuervos de Carlos Saura pour la première fois. Et en fait, je me suis vraiment tellement identifiée au personnage d'Anna en fait, j'avais moi aussi un petit manche-disque, et mes parents m'ont acheté le vinyle de Porque te vas de Jeannette, et je l'écoutais aussi avec ce gros casque des années 80 qu'on connaît bien en boucle. Et il y a quelque chose, voilà, sur ce personnage qui m'a, voilà, à ce moment-là, qui m'a appelée dans le film. Et puis après, évidemment, je l'ai revu adolescente, adulte et tout ça. Puis je me suis dit, c'est un drôle de film à investir pour un enfant, en fait. Et pourtant, il est vraiment à hauteur de l'enfance. C'est-à-dire que c'est pas un film d'adulte, de réflexion rétrospective sur l'enfance. C'est un film qui est vraiment à hauteur du regard de l'enfant, mais de son aspect le plus noir, le plus mélancolique, de ses peurs, de sa méfiance vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis des adultes. La conscience, en fait, que les adultes, finalement, ne peuvent rien. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est étrange finalement de s'être reconnu là-dedans à un si jeune âge, parce que voilà, c'est pas quelque chose de forcément très joyeux. Et en même temps, je pense vraiment que ça a trait au génie de Saura à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il fait exactement ce que les enfants souhaiteraient qu'on leur fasse, c'est-à-dire il dit la vérité. Il y a vraiment, c'est vrai, hein, il y a une forme de vérité incroyable qui est sans détour par rapport à ce que c'est que d'être enfant. Et voilà, et je pense que c'est pour ça que c'est mon souvenir le plus prégnant. Et je crois vraiment que c'est sûrement en fait un des films qui m'a le plus donné envie de raconter des histoires. Voilà, de voir une forme de libération là-dedans. Parce que Anna, dans le film, à sa manière, elle se raconte beaucoup d'histoires. Sur la mort de sa mère, évidemment, sur ce qu'elle serait si elle n'était pas morte. Les personnages de vos films se racontent eux-mêmes beaucoup d'histoires. Absolument. Absolument. Et voilà, c'est un film, en tout cas, qui a vraiment ouvert mon esprit à cette époque-là. Vous connaissez l'adage qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Quels sont les films, du coup, que vous avez bouffés à l'adolescence? Je sais votre amour des films d'horreur en particulier. Oui, alors, en fait, il y a des périodes. Hein, je crois quand on est adolescent, l'avantage de ce moment de vie, c'est que notre cerveau est complètement poreux. Et c'est comme si j'ai l'impression que le cerveau adolescent, c'est une éponge, voilà, qui a envie de se remplir comme ça, qui a constamment envie de grandir, de grossir. Et donc, on essaye tout. Et c'est ça qui est bien aussi, ça peut être néfaste, mais on essaye tout. Et du coup, il y a vraiment, je trouve, une forme de prise de risque et de se lancer en fait dans des films, dans des expériences avant tout, bien sûr, mais dans des films sans rien savoir. Moi, c'est comme ça, évidemment, que j'ai rencontré le cinéma de Cronenberg. C'était sans rien savoir. En fait, j'étais au collège, j'avais un prof qui était absent. Et du coup, au lieu de rentrer tout de suite chez moi, je suis allée au vidéoclub et j'ai vu la jaquette de Crash qui m'a plu, que j'ai trouvé belle. Et donc, du coup, j'ai loué ce film sans savoir rien du tout, ni du film, ni des réalisateurs. Et je ne m'attendais pas, voilà, à une espèce de plongée vertigineuse dans mes fantasmes les plus obscurs, qui a été vraiment extrêmement terrifiante et en même temps qui d'une certaine manière, qui m'a fait me dire que je n'étais pas seule. Enfin, c'est vraiment. Après, évidemment, j'ai vu toute la filmographie de David Cronenberg, et c'est vraiment un auteur
qui m'a fait grandir, parce qu'il m'a accueilli à ce moment très précieux qu'est l'adolescence, et qui m'a en fait, je crois, ouais, vraiment, je crois qu'il aide à sortir du jugement moral par rapport à l'art en général. Et donc c'est en ça que je dis que ça m'a fait me sentir moins seule, parce qu'il y avait... Ce qui l'intéresse, c'est nous, en fait, et qu'il n'y avait vraiment pas de limite dans l'exploration de nous, de l'humain. Et voilà, voilà, ça correspond, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup. Et j'ai eu finalement le même rapport avec le cinéma de Pasolini aussi, qui était aussi une très grosse période dans ma vie, qui a duré très longtemps, et qui dure toujours évidemment, mais cette période où... Comme tu dis, où on bouffe, où on ne s'arrête pas et on voit toute la filmo du même réal. Le fan hardcore. Ouais, et puis non, puis il y a vraiment un truc, en fait, je pense, c'est une boulimie, hein, c'est une forme de boulimie. Et en fait, on ne cesse de se remplir et on espère qu'il y aura encore plus de films derrière, encore plus de films. Bon, la chance, c'est que Pasolini a quand même une filmo bien remplie. Donc, c'est pour ça que cette période a duré assez longtemps. Mais voilà, Pasolini, pour moi, ça a été quelqu'un... Je parle même pas de choc initial, parce que si vous avez vu ces films, vous savez qu'il est question de ça. On parle vraiment de séisme quand on rencontre Pasolini pour la première fois. Un séisme au sens où c'est vraiment quelqu'un qui nous craque en deux comme la croûte terrestre, et qui nous ouvre à tous les niveaux, humainement, politiquement, poétiquement aussi. C'est quelqu'un qui a inventé un langage qui est tellement frontal et en même temps... ouais, je crois qu'il y a une très grande honnêteté et en même temps avec un amour incroyable. Alors que vraiment, mais finalement, ces films ne parlent que de ça, j'ai l'impression, quoi, et d'une certaine manière, que d'amour. Et en fait, moi, j'ai rencontré son cinéma, pareil, et je devais avoir 18 ans au cinéma. Je suis allée voir Salo parce qu'on m'en avait beaucoup parlé. Et donc, j'avais, une fois de plus, jamais vu un de ses films. Et donc j'ai commencé par... voilà, je suis rentrée dans le dur direct, on va dire. Et j'y suis allée voir à la Catone, à Paris, qui est un cinéma qui passe tous les films de Pasolini. Et c'était une séance très étrange, parce que j'étais une jeune femme dans une salle presque vide, et il y avait 4 hommes dans la salle. Et voir Salo dans ces conditions-là, c'est assez traumatisant. Parce qu'on ne sait pas, tout à coup, alors que dans le bonheur du cinéma, c'est vraiment de se retrouver dans une salle obscure avec des inconnus et de partager ses émotions avec ces inconnus et de sentir le lien qui se crée entre nous pendant le film, grâce aux personnages et tout ça. Moi, c'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie. Mais Salo, c'est différent. Et quand on est la seule jeune femme dans la salle, c'était une expérience de malaise absolument atroce. Et en même temps, quand je suis sortie donc, de la salle, mon premier réflexe c'était de me dire je ne peux plus parler à un être humain pendant un certain temps. Et je ne voulais plus de contact avec qui que ce soit. Mais j'ai eu l'impression de plus du tout être la même personne. Il y a eu vraiment un avant-après ce film. C'est comme si je n'avais vu que, je sais pas, 1% de l'humanité avant, et que tout à coup, je me rendais compte que non seulement il y avait le reste, mais qu'on pouvait aussi sublimer l'horreur, et c'est ce qui fait dans ce film, l'horreur absolue, tout en la montrant. Mais en même temps, en restant, c'est ça qui est fou, si tu veux, dans les limites de l'humanité, en montrant c'est l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est pas ailleurs que là, ne vous méprenez pas. Donc après, s'en est suivi évidemment Théorème, l'Évangile selon saint Matthieu aussi, qui est, je trouve, une remarquable ode au sacré de l'humain, même s'il reprend un récit biblique, et finalement pour le ramener à nos pulsions, à nos peurs, à nos fantasmes, à la ramener à nous, comme si le sacré ne pouvait pas venir d'en haut, mais il vient vraiment, vraiment de l'humain. Et c'est quelque chose que, personnellement, ce que j'essaie d'insuffler aussi dans mes films, cet esprit, ce concept de sacré humain. Voilà. Merci de nous avoir un petit peu ouvert votre cinémathèque intérieure. Vous avez fait des études de lettres modernes et d'anglais avant d'intégrer la FEMIS en scénario. Vous vous destiniez à devenir plutôt scénariste. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la caméra ?
Non, en fait, moi, il y avait plusieurs choses. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à écrire assez rapidement quand j'ai appris à écrire, après avoir appris à écrire. Et j'ai toujours aimé créer des histoires. J'ai toujours écrit des petites histoires. Les rédactions, j'adorais ça. J'écrivais tout le temps. Je faisais des rédactions pendant les vacances. J'ai demandé à mes parents de me mettre des sujets. Après, je leur demandais de me mettre des notes et tout ça. Enfin, j'étais vraiment très, très dans ma tête, très dans mon monde. Et l'écriture m'a toujours permis, en fait, je pense, de sentir une forme d'intégrité de mon être. Qu'on retrouve pas forcément dans le monde extérieur. Et du coup, en fait, quand il était question de se poser, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout, je me suis dit, je vais écrire, mais je savais pas vraiment comment, est-ce que je vais être écrivain ou quoi. Je savais juste qu'il fallait que ce soit lié à l'écriture d'une manière ou d'une autre, évidemment à l'écriture de fiction. Et en fait, après le bac, j'ai fait Hippo-Cagne-Cagne. Et quand j'étais Puis, j'avais pas envie d'avoir Normal Sup. Je voulais pas rentrer dans cette école, mais je voulais continuer mes études générales. Et quand j'étais en Hippo, en fait, j'ai entendu parler de la Fémis par un camarade de classe. Et je me suis dit, c'est un peu tilté parce que mes parents sont hyper cinéphiles. J'ai toujours eu une très grosse éducation filmique. On regardait énormément de films à la maison et des vieux films et tout ça. Et donc du coup voilà, je me suis dit tiens, il y a une école de cinéma, moi je sais écrire scénario, enfin j'ai tracé les traits entre tout ça et j'ai passé la Fémis après en scénario. Mais à ce moment-là, je pensais que je me destinais à être que scénariste. Et en fait, en première année, on commence déjà en fait à pouvoir faire des petits courts-métrages avec des PD 150, avec des toutes petites équipes, tout ça. Et puis moi, dès le premier court-métrage vraiment très pourri que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'entre le tout petit scénario qui devait être long comme 2 pages ou 3 pages, et ben en fait, je me suis rendu compte que je continuais à raconter l'histoire avec la mise en scène. Qu'en fait, l'histoire n'était pas finie avec le scénario. Or, moi, j'avais toujours envisagé finalement l'objet scénario un peu comme un roman. Je me disais, en fait, à la fin, voilà, tu as fini de raconter ton histoire. Et en fait, pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas fini et qu'on continuait à développer l'histoire, à l'orienter, à l'approfondir avec les choix de caméra, avec les choix de mise en scène, avec la direction d'acteurs, avec les choix de lumière. Et en fait, avec toutes les décisions qu'on prend sur un plateau, on continue à raconter l'histoire. Et puis après, ça va en post-production aussi. Tous les choix, évidemment, qu'on fait au montage. On connaît le lien entre montage et écriture, puisque le montage est une forme de réécriture, c'est vrai. En fait, le film, il est absolument pas fini. J'ai envie de dire avant le dernier jour de mix, mais ça, c'est factuel, parce qu'en réalité, il n'est jamais fini. Je parlais avec Jim Jarmusch hier ou avant-hier de ça, et puis il m'a dit un truc que j'ai trouvé très intelligent et très juste. Il m'a dit on ne finit pas un film, on l'abandonne. Et il y a vraiment de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus loin pour plein de raisons matérielles et pour plein de raisons aussi, en fait, je pense, de création, parce qu'il y a un moment où on sait qu'on a une fois de plus créé quelque chose d'intègre, quelque chose d'entier. Mais si ça ne tenait qu'à nous, on continuerait, et puis finalement on le ferait digresser ailleurs, et ça n'en finirait jamais. Donc il y a vraiment cette notion d'abandon qui est du bébé au public, et qu'après c'est le public, lui, qui se met à recréer le film à travers son interprétation. Il y a toujours cette thématique ou dynamique de transformation, même avec le public, du coup. Ça s'inscrit dans ce processus aussi. Absolument, oui, c'est vraiment... Mais je pense que déjà tout le processus de faire des films est transformatif, et puis la ville est de fait, de toute façon, pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, je crois beaucoup, en fait, à ce cycle de vie et de mort qui nous poursuit tout le temps. Et je crois énormément que, en fait, finalement, que dans ces cycles qui nous suivent tout au long de notre existence, en fait, je pense que chaque mort donne finalement lieu à un regain énorme. Il y a un livre de Jean Genot qui s'appelle Regain, que j'aime beaucoup, et qui parle de ça d'une certaine manière, adapté à autre chose, à la nature et tout ça. Mais bon, le cycle de vie et de mort existe dans la nature, évidemment. Et en fait, il y a vraiment cette idée de regain, et qui, moi, finalement, m'aide à toujours finalement sortir de mes films avec le sentiment que
qu'on a accès à un souffle, qu'on a accès à une espèce de lumière. Et pour avoir cette lumière-là et pouvoir avoir ce souffle-là, il faut partir de très très bas, évidemment. Il faut partir d'un endroit où ça n'existe pas pour pouvoir le faire advenir, le créer, et avoir finalement cette impression de libération. J'ai pas envie de dire de rédemption parce que c'est trop religieux pour moi comme terme, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je parlais dans la présentation de Titane, qui était Palme d'Or au Festival de Cannes, mais votre histoire avec le Festival de Cannes commence avec votre court-métrage Junior, qui était sélectionné à la Semaine de la Critique en 2011, et qui raconte, à travers un dispositif de film d'horreur plutôt, la métamorphose adolescente de Justine, dite Junior, qui a 13 ans. Avant qu'on lance un extrait, est-ce que vous pourriez nous présenter le personnage de Justine, justement ? Ouais, dans Junior. J'ai demandé dans Junior ou partout parce que Justine traverse tous mes films. Junior, moi j'ai vachement d'affection pour elle parce que elle est, comment dire, voilà, on l'accueille à ce moment où elle est encore dans son cocon. Et son cocon, moi j'aime bien l'idée de cocon parce qu'il y a quelque chose de très organique là-dedans. Et tout ce qui est organique, ça a quelque chose d'à la fois profondément humain qui nous appelle, hein, parce que c'est nous, c'est nos corps et tout ça. Et c'est aussi quelque chose d'assez repoussant. Parce que l'organique et le cocon, ça implique des fluides, ça implique des odeurs, ça implique des textures qui sont pas agréables et tout ça. Donc c'est vrai que pour parler du corps, qui pour moi est vraiment le terreau d'identification entre le public et mes personnages, entre moi et mes personnages, et puis le terreau de communication pour moi entre vous et moi. Les corps, c'est ce qui nous met tous à égalité. Par plein de niveaux, évidemment par sa mortalité, le fait qu'on y est confronté tous les jours, sa vulnérabilité, l'incertitude que nos corps créent chez nous, ne pas savoir comment il va se comporter le lendemain, et aussi par son aspect assez grotesque. Et moi, le grotesque, j'en parle en particulier parce que Junior est une comédie. Et en fait, le grotesque du corps, c'est quelque chose qui me charme énormément. C'est quelque chose dont on ne parle pas parce que socialement, c'est inacceptable de parler de la trivialité du corps. Alors, je ne vous laisse même pas imaginer quand on parle du corps des femmes, c'est encore pire. Mais voilà, la question du corps adolescent, avec tout ce qu'il a de ridicule, d'attachant en même temps, c'est quelque chose que je trouve absolument charmant et qui est un terreau d'identification très 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 fort, je trouve, parce qu'on est tous passés par là, sauf qu'on n'a pas trop envie d'en parler. Et voilà, et c'est pour ça que Junior, elle me plaît beaucoup. Parce qu'elle doit gérer tous ces trucs-là qui sont à la fois rien et tout en même temps, parce qu'un corps qui change, c'est absurde et en même temps c'est absolument important, et évidemment qu'il y a pas mal de moi dedans. On regarde un extrait ? Voilà cet extrait, merci. Cet extrait illustre particulièrement bien ce que vous étiez en train de nous dire sur l'organique, parce qu'on vous rendez tangible les sensations de Justine, les bouleversements de son corps, ce qu'il sécrète, évidemment. On voit aussi l'inquiétude et la surprise du personnage, hein, elles sont palpables. Le caractère organique de votre cinéma passe aussi par le son. Oui, totalement pour moi. Enfin, le son... Excuse-moi, je peux revenir juste 2 secondes sur ce que tu as dit avant. En fait, oui, alors là, il n'y a vraiment pas l'aspect comédie dans cette scène-là. Mais c'est pas grave du tout, mais c'était juste pour dire qu'en fait il y a vraiment cette idée dans cette scène particulière que tu as choisie, qui est que son habitat se métamorphose en même temps qu'elle. C'est pour ça qu'on voit donc le sol en fait d'une espèce de magma sortir du sol, qu'on voit ces trucs comme ça. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une espèce, si tu veux, de contamination de la métamorphose à sa chambre. Et évidemment, la chambre des ados, on sait ce que c'est. On sait que c'est une extension d'eux-mêmes. Et que là, je parlais de cocon tout à l'heure, la chambre d'un ado, c'est vraiment ça. Et c'est ça que je voulais, montrer sur cette scène-là. Voilà. Mais alors, le son, moi, je vois vraiment, c'est-à-dire que pour moi, le son et l'image, c'est comment dire, il n'y a absolument aucune hiérarchie entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, le son est, une fois de plus, un autre outil pour raconter l'histoire, mais ce qui
ce qui est important de dire, c'est que autant que l'image, c'est-à-dire autant que ce que vous voyez, autant que la lumière, autant que la mise en scène, c'est un outil qui est immersif. Et c'est très important pour moi, puisqu'il est souvent question de rentrer dans les corps, ou alors de rentrer dans les scènes en général de manière organique. Les bruits de corps sont très très présents, même pour filmer une voiture. J'ai utilisé des bruits de corps dans Titane. Je pense par exemple au début le plan sous le châssis de la voiture, où là j'ai utilisé beaucoup de sons de boyaux, enfin d'intestin. On a mis un micro sur mon ventre. Ça c'est dans tous mes films, j'ai fait ça, de mettre un micro sur mon ventre, ça m'éclate. Et donc voilà, donc c'est vrai que le son, c'est quelque chose qui vraiment nous permet de rentrer en nous, en mon film, bien sûr, mais surtout en nous et dans notre expérience de notre corps. Parce qu'évidemment, une fois de plus, ces sons-là particuliers, bon après, on peut adapter à l'autre, à plein d'autres trucs, mais ces sons-là, et je pense notamment aux ultrabasses, qui pour moi sont une forme vraiment de descente en soi, parce que les ultrabasses, c'est un son que vous n'entendez pas, mais que vous ressentez physiquement. C'est les vibrations que vous ressentez quand vous êtes au cinéma. S'il y a un système audio qui fonctionne plutôt bien, normalement, s'il y a des ultrabasses, c'est tout votre cage thoracique qui va vibrer, et même parfois votre siège. Donc ça, c'est un truc que j'adore utiliser, parce que si vous regardez sur votre ordinateur où vous n'avez pas un bon système audio, vous ne l'entendrez jamais. Mais si vous êtes dans les conditions, on va dire, dans la matrice qu'est la salle de cinéma, avec les autres, vous allez partager ça ensemble. C'est une sensation physique que vous allez tous avoir ensemble, et qui, une fois de plus, va tirer des traits entre vous tous et entre l'expérience que vous partagez. Donc oui, le son, tu vois à quel point il est essentiel pour ce que je fais, parce que j'ai envie de dire, c'est hyper pédant et pompeux ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Je trouve qu'il y a une forme aussi, tu vois, d'humanisme à aller chercher dans le son. Voilà, dans cette manière justement d'aller créer l'expérience commune. Voilà, c'est hyper pompeux ce que je viens de dire, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez nous parler de Garance Marillier, du coup, qui joue Justine et qu'on retrouvera par la suite et dans Grave et dans Titane? Oui, alors Garance, moi c'est pour ça que j'aime bien revoir ces extraits de Junior, parce qu'elle avait 11 ans à l'époque et c'est l'âge à laquelle j'ai rencontré, elle en a 24 aujourd'hui. J'adore la revoir dans cet état-là. C'est devenu, c'est incroyable, parce que moi j'ai vu la métamorphose de Garance dans ma vie, et donc du coup ça m'émeut. Voilà, je la trouve tellement mignonne à cette époque. Elle l'est toujours, mais différemment. Et en fait voilà, Garance, je dirais que c'est ma muse indéniablement. Je pense que on a tissé des rapports très forts toutes les deux dès le départ. Qui étaient vraiment des rapports sororaux tout de suite, avec les engueulades, avec le fait que... Parce que c'est une tête de mule, elle a une très forte personnalité, Garance, donc du coup, il y a eu des clashs, il y a eu tout ça, mais ça a toujours été vraiment quelque chose de très sororal, avec jamais aucune rancœur ou rancune derrière, mais juste un dialogue. En fait, c'était une manière de dialoguer ensemble, de se tester, et en fait, je crois d'une certaine manière de voir si c'était pour la vie ou pas, probablement. Et ça l'est. Voilà, Garance, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Elle m'inspire comme actrice, parce que là encore, ce qui est formidable, j'ai eu de la chance, c'était son premier film Junior, et elle en a fait sa carrière après. Et donc je l'ai vu vraiment évoluer comme actrice, à travers son jeu évidemment, le travail, parce que, ça je le dirai toujours, il n'y a que le travail qui permet de devenir bon. Et Garance a vraiment, je suis très fière d'elle parce qu'elle a bien intégré ça, elle travaille énormément, et dans ses choix. Alors c'est intéressant maintenant de la voir faire ses propres choix de films. Quand elle était ado, elle me demandait un peu et tout ça, et puis là elle m'a abandonnée, donc maintenant elle me demande plus. Elle a bien raison, mais voilà, du coup c'est ça, je trouve ça, voilà, j'aime beaucoup et l'actrice et la personne qu'elle est devenue, et je suis très fière d'elle. Alors Junior met sur les rails un thème fort de votre cinéma, qui est la transformation des personnages, on en parlait, puisque vous mettez en scène des héroïnes qu'on pourrait dire venues, issues d'une mythologie moderne, des héroïnes mutantes, peut-être d'une certaine manière. Il y a comme une forme de parenté entre elles. Il y a plus qu'une forme de parenté, c'est les mêmes personnages d'un film à l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, la mutation, la question de la mutation, qui
par ailleurs, pour moi, est différente de celle de la transformation. C'est pas exactement la même chose, même si les deux thèmes sont des thèmes que j'aime beaucoup traiter et qui, une fois de plus, pour moi, sont des thèmes existentialistes qui m'importent dans ma réflexion sur les personnages, sur l'humanité et tout ça. Mais il y a quelque chose dans la mutation qui est l'inquiétante étrangeté qu'il n'y a pas dans la transformation. Dans la transformation, il y a quelque chose qui est lié à la nature, les cycles de vie et de mort dont je parlais tout à l'heure, qui sont complètement naturels. Mais dans la mutation, il y a l'inquiétante étrangeté. Il y a quelque chose en plus qu'on ne peut pas nommer, qui n'est pas réel, qui n'est pas réaliste et qui est souvent assez repoussant aussi, évidemment, quand c'est tout ça, et c'est la mutation qui lie au body horror de toute façon. Le body horror n'est que mutation, on ne parle que de ça dedans, et puis bon, c'est un genre qui m'est très cher, évidemment. Et en fait, j'ai à plein d'égards, évidemment, la mutation physique, bon, on le voit dans tous mes films, elle existe, elle est là et tout ça, mais il y a évidemment aussi la mutation, on va dire, de mes personnages à travers le film. C'est-à-dire qu'en général, ils subissent tous une mutation très importante qui peut être liée à un renversement total, même de valeur morale, qui peut être liée à quelqu'un comme Alexia en Titane, qui n'est absolument presque pas humaine, tellement elle est éloignée de toute forme d'émotion au début et qui finit par devenir une espèce finalement de figure christique, tellement son humanité, son sacrifice, voilà, l'a fait élever en fait à travers le film. Mais j'ai aussi fait voilà ce petit truc qui est un petit peu, bon, ça c'est plus une marotte de ma part, mais ça a trait à la mutation, c'est que le fait que dans mes films, mes personnages s'appellent tous pareil. Donc Justine Garance a toujours été Justine dans mes films. Donc il y a Justine, donc il y a Junior, il y a Justine de Grave et Justine dans Titane. Donc et ça a toujours été associé donc ce nom-là à Garance Marillier. Et donc Justine, voilà, si vous avez vu Titane, vous avez vu que Justine est morte. Donc Justine ne reviendra pas, j'avais besoin de la tuer parce que ça faisait trop longtemps et qu'elle était arrivée, je pense, au bout de son voyage. Mais je dis ça parce que pour moi, c'est le même personnage. C'est-à-dire que la Justine de ces trois films, même si elle a 11 ans dans le premier et 24 dans le dernier, c'est comme si vous voulez, vous aviez des propositions de Justine dans des dimensions différentes. Mais c'est la même personne, c'est juste que c'est dans des dimensions différentes et mes films sont ces dimensions-là. Mais par ailleurs, il y a une logique dans son évolution. Voilà. De la même manière pour Alexia, puisque Alexia, on la retrouve dans Grave, c'est la sœur dans Grave, et c'est non mon personnage principal dans Titane. En fait, à la fin de Grave, Alexia finit en prison, elle finit en cage, même carrément, je la montre dans une cage de plexiglas, ce qui est bien normal. En fait, je me suis toujours demandé, mais et si je lui donnais une autre chance à Alexia? Qu'est-ce que ça fait si je la sors de sa prison? Et j'avais envie de la voir remonter, parce que moi j'imagine toujours un petit peu mes films comme des chiasmes, des trajets ascendants-descendants comme ça. Et dans Titane, Alexia, dans Grave, Alexia a clairement une trajectoire descendante, hein, puisque c'est quelqu'un qui va tellement se laisser manger par son animalité qu'elle va littéralement en fait, oublier son humanité complètement. C'est pour ça qu'à la fin on la voit dans cette espèce de cage. Et en fait, moi j'ai eu envie de retrouver son humanité. Donc c'est pour ça que j'ai commencé le film avec Ces Ténèbres, qui étaient celles finalement dans lesquelles elle était dans Grave. Dans Titane, je commence avec Ces Ténèbres et j'essaye de voir comment est-ce que je peux lui rendre ou juste lui donner une humanité et l'élever dans le film. Voilà. Donc on est plutôt dans les années collège avec Junior et puis on bascule dans les années fac avec Grave. C'est ce que vous étiez en train de dire. Justine a grandi et il est à nouveau donc question de métamorphose, mais il est avant tout question d'amour, non? C'est la question que je me posais. Est-ce que dans Grave on se mange comme on s'aime? Non. Enfin, disons que je pense parce que l'amour, enfin si, il est question en fait d'amour sororal, ça c'est sûr. Pas vraiment finalement d'un amour, il n'y a pas de romantisme dans le film, on ne parle pas vraiment, même entre Justine et Adrien, une fois de plus qui est
dans mes 3 films, dans Junior, Grave et Titane, il y a Adrien. En fait, l'amour sororal, oui, l'amour... mais d'une certaine manière, on est plus dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'apprentissage, et donc qui est quand même que moi je vois plus à la première personne que réellement un film sur un partage, si tu veux, ou un trajet commun. J'ai pas l'impression que ce soit réellement un trajet commun, comme je disais, entre les 2 sœurs. Comme je disais, pour moi c'est un trajet en chiasme. Donc on a le trajet ascendant de l'émancipation de Justine et le trajet descendant d'Alexia vers son animalité, vers sa bestialité. Et en fait, pour moi, dans le film, elles se rencontrent au milieu. Il y a le point comme ça, qui est, et où elles se séparent après d'ailleurs. C'est le point sur la route, quand c'est la vraie scène d'apprentissage. C'est-à-dire que je ne parle pas de la scène du doigt de ça, mais il y a une scène sur la route où Alexia montre à Justine comment se nourrir. Et elle lui montre sa technique de provoquer des accidents de voiture pour aller manger en fait les décédés s'il y en a. Ce qui est horrible. Et en fait, ce moment-là de la route, il est vachement important. Et c'est pour ça que moi, les lieux de route, la topographie de la route m'intéresse, parce qu'on est toujours sur des décisions, finalement, des choix que les personnages doivent faire sur une route. C'est toujours là où il y a des rencontres ou des séparations. Et en fait, là, c'est le moment où Justine se rend compte que sa sœur, eh ben, ce n'est pas elle. Et qu'elle n'est pas sa sœur. Et qu'elle, elle a les mêmes pulsions qu'elle, elle a les mêmes envies qu'elle. Il y a quelque chose où en fait ça pourrait la rassurer de voir qu'elle n'est pas seule et tout ça, mais en fait sa sœur elle a quitté l'humanité. En faisant ça, elle quitte l'humanité. Alors que Justine y est toujours, parce que Justine n'a tué personne. Justine, au contraire, elle retourne ça contre elle, sauf quand il y a cet accident malheureux avec le doigt de sa sœur. Mais je pense que vraiment, à ce moment-là, dans la manière de manger le doigt de sa sœur, c'est peut-être le moment le plus sororal du film. Parce qu'il y a quelque chose où elle admire tellement sa sœur, à cet endroit-là du film, qu'elle voudrait être elle. Sa sœur a tellement de charisme, beaucoup plus qu'elle, elle a tellement d'assurance, et c'est quelqu'un d'assez impitoyable, alors que Garance est vraiment profondément vulnérable au début du film, hein, et dans son innocence, sa naïveté. Et donc du coup, manger le doigt de sa sœur, c'est pour être comme elle, tu sais. Et ça, c'est un truc qui m'est venu de Lévi-Strauss, il disait un truc très intéressant. Bon, Lévi-Strauss, il a vraiment étudié le cannibalisme énormément. Et en fait, il comparait finalement nos prisons, c'est-à-dire que notre système occidental on va dire de correction, de punition, quand il y a eu délit et crimes, qui consiste à mettre les gens en dehors, donc dans des prisons, en dehors de la société, donc à rejeter ces éléments de la société, et il comparait ça à des tribus, je crois, amérindiennes, qui, quand quelqu'un, au sein de la tribu, quelqu'un commettait un crime, le reste de la tribu le tuait et le mangeait. Et lui, il dit, voilà, c'est hyper intéressant, c'est vraiment des trucs qui font beaucoup réfléchir. Il dit, pour nous, ça c'est absolument monstrueux, c'est quelque chose qu'on rejette totalement, c'est du cannibalisme, il y a un meurtre en plus et tout ça. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on ne condamne pas du tout moralement. Mais il dit, entre nous, notre manière de rejeter un élément de la société en dehors, et eux qui ingèrent les membres de leur société, donc qui ne les mettent pas à l'extérieur et au contraire qui les mettent en eux. Voilà. Ouais, mais ça fait réfléchir. C'est assez. Mais tu vois cette scène-là du doigt. Voilà, ça m'a été inspiré par cette réflexion de Lévi-Strauss. Est-ce que vous pouvez la représenter éventuellement si vous ne l'avez pas en tête? Donc c'est une scène d'épilation. Oui, ça commence comme ça. En fait, c'est-à-dire que c'est une scène que moi j'aime beaucoup parce qu'elle mélange les genres, elle mélange les tons énormément. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, évidemment dans mes films, mais aussi au sein des scènes. C'est-à-dire que j'aime beaucoup essayer de vous faire passer du rire à l'effroi, des larmes au rire, du rire aux larmes, et tout ça. C'est vraiment, j'aime beaucoup, voilà, cette espèce de vague sur laquelle on surfe ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on ressente la même émotion de A à Z. Pour moi, la vie, c'est pas comme ça, l'humain est pas comme ça. Et cette scène-là, je l'aime bien pour ça, parce qu'effectivement, elle commence comme une scène de comédie pure, complètement, une fois de plus, dans la trivialité totale et du rapport sororal et du corps. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le corps entre les sœurs, c'est que quand on a une sœur ou un frère,
Je pense que vous êtes plusieurs dans la salle à pouvoir vous identifier à ce que je vais dire, mais le corps de vos frangins ou de vos sœurs, ce sont des corps qui, en fait, que vous pouvez vous approprier, que vous pouvez bouger. Si la personne est devant la télé, vous lui demandez même pas est-ce que tu peux bouger, s'il te plaît. C'est possible de faire ça, c'est possible de l'approprier. On ne demande pas pour toucher. Si on veut faire un câlin, on peut arriver par derrière et faire un câlin comme ça sans demander la permission. Il y a quelque chose comme ça qui est complètement en dehors finalement du rapport social. Hein. C'est normal puisque c'est un rapport sororal. Et donc qui est dans une espèce d'appropriation des corps les uns avec les autres dans leur manière de se parler, de se toucher. Et donc du coup, ça c'est pour moi une source de comédie. Donc je commence par cette scène, effectivement, où la grande sœur, donc Alexia, remarque que Justine a des poils sous les bras. Elle lui dit non mais en fait t'as passé l'âge, c'est pas possible, et va jusqu'à lui faire une épilation maillot à la cire. Et en fait c'est une scène qui aurait pu être réaliste. Je ne l'ai pas du tout traité comme ça. J'ai essayé vraiment d'insister sur l'étrangeté totale de ce rituel que l'on a. La plupart des femmes, de se mettre de la cire chaude sur les poils et d'arracher dans une très grande douleur. Déjà, c'est un rituel qui, moi, me paraît assez vraiment saugrenu, et c'est pour ça que j'ai essayé d'insister sur cette étrangeté-là, mais tout en vous faisant rire, parce que c'est une scène qui n'est pas agréable à regarder. Donc on est sur du rire nerveux, on sait la douleur que ça fait. Je fais des gros plans sur les poils qui tirent la peau, comme ça, avec la cire qui tire, parce qu'évidemment ça ne marche pas comme prévu, la cire ne veut pas partir, donc les deux elles paniquent et tout ça, et la sœur a la brillante idée de prendre une grande paire de ciseaux en se disant qu'elle va couper la cire et couper les poils, sauf que Justine, voyant la paire de ciseaux qui est quand même très proche de son entrejambe, donc commence à flipper, la pousse avec le pied, et là malencontreusement la sœur se coupe le doigt, intégralement, le majeur, avec les ciseaux. Et elle s'évanouit parce qu'elle remonte sa main et il n'y a plus de doigt. Donc elle s'évanouit. Et là, il y a quelque chose chez Garance qui est très Pierre Richard, qui m'amuse beaucoup. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, c'est totalement ça. Qu'est-ce qu'elle fout, Justine, avec ce doigt, enfin, avec cette situation en général. Enfin, comment gérer cette situation-là? Le chien de la sœur est là, il essaye de bouffer le doigt, donc elle essaye de virer le chien pour pas qu'il bouffe le doigt. Elle essaye de trouver de la glace, mais il n'y a pas de glace dans le frigo parce que c'est un frigo d'étudiants. Donc là, on reste encore dans cette comédie complètement absurde, des comédies vraiment presque slapstick, quoi, d'action en fait, hein, de pure action. Et en fait, elle en peut plus. Elle garde le doigt dans sa main parce qu'il n'y a pas de glace et elle veut juste le protéger du chien. Et là, elle regarde le doigt. Et là, je fais durer. Parce que là, c'est là où la scène commence à changer, vraiment. Mais c'est pour ça que c'était très important d'installer l'étrangeté avant pour pas que ça ait l'air complètement sorti de nulle part. Et en fait, voilà, ce qui marche dans cette scène, c'est la durée. C'était qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui tout à coup voit un doigt et le mange. Personne n'y croit, surtout quand on installe un personnage à qui on peut s'identifier depuis le début du film. Donc c'est la durée, c'est l'idée que les choses se passent dans la durée. Qu'elle regarde, il y a du sang qui lui tombe sur la main, et ben elle a le réflexe de lécher le sang, comme si c'était de la sauce de viande ou je sais pas, ou de la crème au chocolat, mais c'est un réflexe. Et le réflexe lui donne l'impulsion. Et après voilà, ça se développe par étapes. C'est quelque chose, ouais. Alors le cannibalisme, bien sûr, c'est la métaphore de plein de choses, mais est-ce qu'on pourrait le voir aussi comme une forme de métaphore d'une sexualité SM, d'une certaine manière sadomasochiste, parce que c'est vrai qu'on voit Justine dans le film qui associe quand même le plaisir à la douleur. Alors, pour moi, dans la scène où elle couche avec Adrien, je dirais oui. Pour moi, il y a presque quelque chose dans cette scène-là de l'ordre de l'onanisme, plus que le SM. Alors évidemment, c'est une scène qui est assez bestiale, qui est tout ça, parce que quand même, l'animalité est au centre de mon film. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Et pourtant, on est des animaux. Alors vu qu'on est des animaux, qu'est-ce que ça veut dire être humain? Voilà, tous ces trucs-là apparaissent dans chaque scène de mon film. C'est des thèmes qui travaillent le film de bout en bout. Donc la scène de sexe, forcément, n'allait pas s'encombrer de rituels sociaux avec des bougies, la petite musique, et puis voilà, tout ça, parce que tout ça, c'est de la façade, c'est de la para, et c'est absolument pas lié aux pulsions. C'est l'opposé de la pulsion, c'est vraiment de la pure mise en scène. Donc ce n'est pas la puissance du contrôle. Et bref, en tout cas, cette scène-là devait être animale, devait être bestiale, mais
je crois que pour moi, c'était... elle est toute seule, elle est toute seule dans cette scène-là. Et d'ailleurs, elle couche avec son meilleur ami, qui par ailleurs est homosexuel, et qui... Enfin, en fait, elle s'est mise à fantasmer sur lui à partir du moment où ses pulsions sont arrivées. Donc finalement, c'est pour moi vraiment elle toute seule avec ses pulsions, face à quelqu'un qui clairement ne la désire pas, et qui d'une certaine manière, enfin moi c'est comme ça que je vois le personnage d'Adrien à ce moment-là, parce qu'on m'a souvent dit, oui, est-ce que ça veut dire que du coup il est plus homo? Je dis non, ça veut absolument pas dire ça, il est complètement homosexuel, il le redit d'ailleurs à la fin du film, il dit te fais pas de film et tout ça, mais ils sont tellement proches et ils s'aiment tellement, ils sont tellement tout l'un pour l'autre, que je pense que lui qui a compris qu'il y avait un truc qui déconnait chez elle, essaye de l'accompagner là-dedans, l'accompagner dans ses pulsions le mieux possible et avec son corps. Voilà, je pense que c'est vraiment mais c'est un héros, Adrien. Il y a un vrai truc du héros sacrificiel chez lui que j'aime beaucoup. C'est vraiment le rôle qui est le plus lumineux du film pour moi. Et donc en fait pour moi, si tu veux, donc il l'accompagne là-dedans. C'est presque un tuteur dans la gestion de ses émotions à elle et de ses pulsions. Et l'orgasme, il est quand elle se retourne ça contre elle et qu'elle mord son propre bras. Donc je te dis, pour moi c'est plus une espèce d'onanisme, c'est-à-dire une jeune fille qui essaye de définir ses propres contours et physiques et sexuels, qu'une vraie scène de partage de plaisir à deux, tu vois. Alors Justine dans Junior était assez bavarde. Dans Grave, elle l'est un petit peu moins. Et dans Titane, on a un personnage qui est quasi mutique, en tout cas après 30 minutes de film. Vous créez, j'ai l'impression, pour ce personnage, une forme de langage qui se passe de mots. Ça, c'est moi, ouais. C'est vraiment... Plus ça va, et peut-être que je reviendrai là-dessus, et peut-être que je redécouvrirai le dialogue autrement. Mais c'est vrai que... parce que j'ai pas fait énormément de films, je peux pas présager de ce que je ferai dans 15 ans. Hein. Mais c'est vrai que j'ai un rejet du mot un peu. C'est d'ailleurs pas forcément mes personnages, parce que très honnêtement, c'est pas facile de manier des personnages mutiques. Et dans Titane, ils le sont quasiment tous. Et ça n'a pas été facile. En fait, pas pour écrire les scènes et pas tout ça, mais juste pour des questions d'identification pure. On est quand même habitué à s'identifier à des gens parce qu'ils parlent d'une certaine manière, parce qu'ils disent certaines choses, bien sûr. Et en fait, je me rends compte que moi, plus ça va et plus cette identification-là me paraît une identification de surface. L'identification au dialogue, au discours. Puis j'aime pas trop les discours, pour être parfaitement honnête. En tout cas, j'aime pas l'idée que mon film fasse un discours. C'est pas à moi de faire des discours, je suis pas politicienne. Mais donc du coup, ouais, ça, de plus en plus, je suis un peu dans le rejet de ça, et surtout, ça va de pair avec mon travail sur l'image, qui, je le précise, parce que quand on entend image, on croit toujours que ça commence au moment de la mise en scène sur le plateau, en tournage, mais en fait, l'image, elle intervient dès le scénario. En tout cas, pour moi, les scènes, toute la mise en scène est très présente dans le scénario, et d'ailleurs, je l'écris dans le scénario. C'est la lumière, évidemment tous les mouvements des comédiens, tout ça, mais la lumière, les costumes, le son, évidemment, les effets spéciaux sont présents aussi. Enfin, c'est assez absolu pour moi l'objet scénario, en dehors de la caméra qui n'intervient pas dedans, bien sûr. Et donc en fait, je me suis rendu compte que je n'arrive... pour moi, la scène, normalement, si ça marche bien pour moi, quand je rentre dans une scène, si ça marche bien, on doit comprendre et ressentir la scène avec l'image et la mise en scène uniquement. Je ne devrais pas avoir besoin de rajouter des mots dessus. Et les mots me paraissent beaucoup superflus et me paraissent souvent souligner des choses qui normalement devraient être présentes dans la situation, dans les rapports entre les personnages si on les a bien construits, évidemment dans le silence, mais c'est pas qu'une question de silence, c'est vraiment juste une question je pense, de modestie, quoi. J'ai une pudeur, voilà, avec les dialogues. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui est vachement, qui est assez remarquable pour ça, parce que j'ai été surprise moi-même. En fait, à la fin de Titane,
Donc on a ces personnages qui se domptent pendant tout le film, qui s'entretuent au début, qui veulent s'entretuer, qui veulent tout saboter, qui veulent tout foutre en l'air, qui veulent tout ça. Et puis, heureusement, voilà, il y a, en dehors de tout, il y a un amour qui naît dans le besoin de l'autre. Et à la fin, ils se disent « je t'aime » dans la dernière scène du film. Et elle lui dit « je t'aime » et lui dit « moi aussi je t'aime ». Et en fait, ça a été les 2 lignes de dialogue les plus problématiques pour moi dans toute la fabrication du film. D'abord, au scénario, d'une version à l'autre, et il y a eu 13 versions de scénario, 13, d'une version à l'autre, il le disait pas. Il le disait pas. Il disait pas. Je n'arrivais pas à savoir s'il fallait que j'écrive ce putain de « je t'aime ». In fine, je l'ai écrit. Je me suis dit, je le tournerai, on verra ce que ça donne. Déjà, quand on l'a tourné, je n'arrivais pas à me dire si ça me heurtait l'oreille ou pas. Je ne savais pas. Au moment du montage, on a fait évidemment 1 million de versions de montage. Un coup, je le laissais, un coup, je l'enlevais. Un coup, je le laissais, un coup, je l'enlevais. Et je me dis, mais déjà, c'est quoi mon problème ? Et puis surtout, en fait, pourquoi c'est aussi effrayant ces mots-là ? Et en fait, c'est effrayant parce qu'à la fois, c'est essentiel, et à la fois, c'est un poncif, le « je t'aime » au cinéma, dans toutes les langues du monde. On l'entend dans tous les films. Donc, vu que c'est un espèce de poncif, d'incontournable, tout ça, avec à la fois, on dit tout, et en même temps, on dit rien du tout. Et moi, j'avais peur qu'en fait, ces « je t'aime » là, ils retirent en fait finalement de la tension et de la compréhension entre mes 2 personnages dans la scène où ils sont le plus en fusion de tout le film, à savoir dans la dernière scène. Et finalement, j'ai laissé parce que je me suis dit que justement, parce que c'était un poncif, ça devait vouloir dire que nous, tous, on ne pouvait pas faire sans. Et que, en fait, ça veut dire que quand on dit « je t'aime », enfin, en tout cas, quand mes personnages disent « je t'aime », c'est là où ils passent de personnage de film à héros. C'est l'étape qu'il fallait pour leur donner quelque chose de l'ordre du héros. Voilà, quelque chose d'héroïque. Parce que c'est un poncif et parce que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. C'était d'une certaine manière, ah merci, c'est gentil. Donc voilà, c'est ma bataille avec les mots. On va parler un peu de cette héroïne, interprétée par Agathe Roussel dans Titane, qui est aussi le féminin de Titan, d'une certaine manière. C'est son premier rôle dans un long métrage. Comment vous l'avez découverte ? D'une manière qui ne me ressemble pas du tout, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux et que ça me fait très peur. Et en fait, ma directrice de casting l'a découverte sur Instagram, parce qu'en fait, on a le casting que j'avais, disons que la proposition de casting que j'avais faite à ma directrice de casting, c'était qu'il me fallait quelqu'un qui soit pas connu, dont le visage était complètement inconnu à tout le monde. Je ne voulais pas qu'on me projette, compte tenu de la transformation du personnage de Alexia Adrien, je ne voulais pas qu'on me projette autre chose sur le physique de l'acteur ou l'actrice qui allait jouer ce rôle que cette transformation. Parce que pour moi, le personnage, c'est pas Alexia, c'est pas Adrien, c'est la transformation Alexia-Adrien. Ça, c'est le personnage. Et donc, du coup, forcément, au casting de non professionnel, ce qui donc est très très vaste, parce que ça peut être le monde entier. En plus, je lui ai dit, je veux caster et des hommes et des femmes pour ce même rôle. Et il fallait juste que, qui que ce soit, il fallait que la personne soit androgyne, qu'elle ait un physique qui finalement qui était métamorphique, vraiment. Et c'est tout. C'est tout, mais ça veut dire que c'était hyper vaste, quoi. Donc, elle est beaucoup allée chercher du côté des mannequins, tout ça, parce qu'on trouve ce genre de truc, ce genre de physique chez les mannequins, pas mal. Et du coup, elle a écumé Instagram. Et donc, on a vu plein de gens qu'on a découvert juste sur Instagram, juste sur la base de leur physique. Et puis après, moi, j'ai fait revenir beaucoup les gens en casting. C'est un casting quand même qui a duré 6 mois, juste sur le personnage de Alexia Adrien. Et donc, c'est long.
Et en fait, voilà, j'ai fait revenir beaucoup de gens, dont Agathe, au moins 5 ou 6 fois, tu vois, facile, parce que c'est un gros pari, en fait. Quand on prend quelqu'un de professionnel, de non professionnel, pardon, excusez-moi, au casting, on s'attend pas à être sur le cul. Enfin, je veux dire, c'est très rare de voir des gens qui sont en fait des génies absolument voilà, inconnus et insoupçonnés. En général, il faut voir en fait quel est le potentiel de la personne et si c'est possible de parler avec cette personne, de communiquer avec cette personne, si on voit qu'il y a un feeling qui se crée ou pas, quoi. Donc on n'est jamais sur quelque chose genre waouh, j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Non, c'est vraiment de la longue haleine et de revoir les gens. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé avec Agathe. Et puis après, c'était quand même 1 an et demi de travail, hein, toutes les deux, sur évidemment d'autres scènes que mon film, parce que mon film n'a pas de dialogue. Donc je l'ai faite. En fait, je lui ai presque. Enfin, il fallait lui apprendre en fait qu'est-ce que c'est que jouer, parce qu'elle savait pas jouer. Et donc du coup, on a bossé sur des scènes d'autres films, et puis aussi l'introduire au milieu du cinéma, lui expliquer comment se passe un tournage, de la mettre en garde beaucoup sur le temps de maquillage, sur la fatigue, sur tout ça, parce qu'on dit oui, le cinéma, les paillettes dans les yeux, mais en vrai, c'est épuisant, c'est éreintant. Elle l'a bien compris d'ailleurs pendant le film, et surtout quand on fait un film qui implique quand même énormément de prothèses, ce qui pour les acteurs et les actrices est très 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 contraignant. On regarde un extrait de Titane qui se niche plutôt au début du film. Comme ça nous permet d'introduire Agathe aussi. Phénoménale Agathe Roussel. Et cette séquence est vachement intéressante parce qu'elle dit quelque chose du sentiment d'insécurité que partagent beaucoup les femmes, à vrai dire. Et cette agression sexuelle est finalement... Le geste d'Alexia devient une riposte, une forme de légitime défense. En fait, à ce moment-là, on se demande, on ne se demande plus ce qui motive son geste. Non, surtout que c'est le premier meurtre. Donc l'ambiguïté est totale par rapport encore à ce qu'est Alexia. Parce qu'effectivement, sa riposte est totalement légitime. Après, on n'aurait peut-être pas eu les capacités physiques d'accomplir un tel méfait. Mais effectivement, là, l'idée, si tu veux, c'était de montrer de quoi elle était capable, mais en gardant une forme d'identification, sans tout de suite aller dans la moralité totale de son personnage, et sans tout de suite mettre le mot serial killer. Donc voilà, t'as raison, c'est très volontairement ambigu. Après, je pense que mettre justement cette ambiguïté pour la mettre au premier meurtre, d'une certaine manière, je pense que c'est aussi pour moi, ça m'a aidé aussi à comprendre d'où elle sortait cette rage, parce que c'est pas tant que je parle, voilà, c'est pas tant qu'elle est en colère. Je pense que c'est quelqu'un qui tue littéralement parce que les gens la parasitent. Tous les gens qu'elle va buter après, c'est des gens qui sont dans son chemin. Mais juste, elle n'a pas le choix. Elle s'en fout. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout, à ce moment-là, de questionnement moral. Et c'est en ça que je dis qu'elle est en dehors de l'humanité. Mais par ailleurs, elle reste une femme. Et en étant une femme, elle reste potentielle cible pour des agressions sexuelles en tout genre. D'autant plus que ce qu'on a vu avant cette scène-là, c'est que c'est une danseuse... on dit danseuse exotique, je trouve que c'est le terme le plus ringard de la planète, mais disons qu'elle danse dans un car show, salon de l'auto, merci. Elle danse dans un salon de l'auto un peu pourrave, un peu underground, et donc forcément, elle attire les regards de mecs qui n'ont rien compris du tout. Et donc j'aime bien, voilà, je crois que j'aime bien jouer au début du film, donc au salon auto et dans cette scène-là, sur les a priori qu'on peut avoir sur ce qu'elle dégage. Quand on la voit danser, quand on voit les hôtesses danser, et surtout, on les voit comme des victimes potentielles, forcément.
Parce qu'il y a tous ces hommes autour qui les regardent, et elles sont presque seins nus, sont presque fesses nues, elles dansent de manière lascive, parce que c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Et donc, en fait, la balance des pouvoirs est évidente. Et moi, je mime ce regard-là, qui est un regard d'objectivisation totale sur les femmes. Et en fait, progressivement, quand on arrive sur Alexia dans le salon de l'auto et dans cette scène-là, progressivement, ça se retourne. C'est-à-dire qu'elle sort du statut de victime qui la noie dans la masse et devient le personnage principal du film. Et donc, en devenant le personnage principal du film, c'est le cas en fait vraiment dans cette scène-là, hein, elle agit, forcément. Et donc, elle ne subit plus le regard, et elle ne subit pas le geste, elle agit. Donc en fait, en faisant ça, elle prend le film en main. Et c'était hyper important, ça, et c'est pour ça qu'il y a cette rage, quand même, de vouloir prendre le film en main, mais de la même manière que, si tu veux, moi, le nombre de fois où je me suis faite toucher, emmerder dans le métro, les 3/4 du temps, tu fais rien, en fait, hein, parce que c'est ce qu'on appelle l'état de sidération. On est tellement sidéré, on est tellement humilié, qu'on veut juste prendre le moins de place possible. Okay, donc, on ne bouge pas, on ne crie pas, on essaie juste de rentrer à l'intérieur. Et elle a un truc, c'est pas qu'elle est plus forte que nous, mais elle a un truc que nous, on n'a pas. C'est que c'est une psychopathe. Donc elle en a rien à foutre de buter un mec. Et de tout étant une victime et une cible potentielle, il se trouve que le mec, il a pas de peau. C'est une psychopathe. Bah voilà, moi ça m'a fait du bien d'écrire cette scène. Ouais, je comprends. Peut-être que vous avez des questions à poser à Julia Ducournau. Si oui, n'hésitez pas à vous manifester. Oui. Bonjour. Bonjour. Juste parce que vous évoquez le casting, moi il y a un petit rôle grand rôle qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est Dominique Fro dans Titane. J'aime beaucoup cette dame et voilà, souvent on la retrouve un peu dans le cinéma français, dans petits rôles comme ça. Pourquoi, comment parce que je la trouve très attendrissante. Elle est incroyable cette dame, je pense qu'elle n'a pas... Je suis d'accord. L'aura qu'elle mérite dans le cinéma français, peut-être qu'il y a la présence de la sœur, mais en tout cas, voilà, pour parler un peu de Dominique, s'il vous plaît. Merci de me demander ça, je suis ravie de parler de Dominique. Et vous avez raison, c'est une actrice hors pair. Alors, je vais vous dire vraiment de manière très simple, en casting pour le rôle, et c'est un petit rôle, hein, vraiment petit mais important, et ben, elle m'a fait pleurer en casting. C'était réglé. Elle a fait un truc, elle a fait la scène, j'étais en larmes. Mais c'est pas juste en larmes parce que ce qu'elle a fait était larmoyant ou pathétique ou des trucs comme ça. C'est qu'il y avait cette émotion, mais elle a une... je sais pas comment dire, j'avais trouvé quelqu'un qui, en une scène, allait être là. Allait être un vrai personnage et pas juste quelqu'un qui fait de la figure pour une scène. Et Dominique, elle est comme ça, elle est hyper incarnée, elle est hyper généreuse. Sur le plateau, c'est dingue ce qu'elle a donné. Mais elle est hyper drôle aussi, mais ça, c'est un truc à part. Mais sur le plateau, elle était d'une générosité sans nom. Elle est, comment expliquer ça? Ses émotions sont complètement ouvertes. C'est-à-dire que elle y a accès. Voilà, elle a accès à ses émotions, quelle que soit l'émotion, comme ça. En 2 secondes, tu lui dis fais ça, et bam, tout est vraiment constamment à la surface, sur le point d'exploser. Et en ça, c'est vraiment une force de la nature. C'est une vraie force de la nature, Dominique Fro. Et ça se voit à l'écran, ça se voit parce qu'elle arrive et à la fois elle est le rôle et en même temps elle ramène tellement d'elle-même aussi dedans, mais même pour un petit rôle comme ça. Enfin, c'est pour ces tics de langage, ces gestes et tout ça, c'est hyper généreux de faire ça. Et voilà, c'était un bonheur de bosser avec elle. Bonjour. Alors, bonjour. Vous avez parlé d'organique
et vous avez un intérêt pour tout ce qui est humain, corps et gore. Et je voulais savoir, est-ce que dans la façon où vos personnages collaborent avec le corps humain, ou bien tuent, ou bien en rapport avec les fluides, est-ce que vous faites des recherches où vous avez une sorte de collaboration avec des scientifiques, ou bien avec des docteurs, ou bien vous faites des recherches vous-même pour être au plus réaliste? Par exemple, dans cette scène-là qu'on vient de voir, on voit qu'il a de l'écume au niveau de sa bouche, donc il y a une sorte de précision. Les morts ne sont pas pareils, donc je voulais savoir, c'est quoi votre processus pour être précis et aussi avoir ce résultat? Alors, j'ai un secret. Il va falloir le révéler. Non, il est hyper facile le secret. Ma recette secrète, c'est que mes parents sont médecins, donc c'est mes consultants. Voilà, j'ai accès direct à la source. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la médecine et j'aime beaucoup. Là, vous avez raison, c'est que, on va dire, quand on parle de texture, qu'on parle de fabriquer en fait tous les fluides, même les prothèses et tout ça. Moi, je travaille toujours avec Olivier Afonso, qui est le boss des Ateliers 69 depuis Junior. C'est lui qui a fait tous les effets spéciaux de mes films. Et c'est vrai je lui montre beaucoup de références médicales, forcément. Parce que, une fois de plus, là où vous avez encore raison, c'est que plus c'est, si tu veux, plus c'est inenvisageable comme mort, comme blessure, comme ce que tu veux, et plus factuellement il faut que ce soit réaliste. Sinon tu perds tout le monde et surtout tu sors les gens du film. Donc pour moi c'est pour ça que j'adore bosser avec des prothèses et de pas tout faire en CGI. Parce que les CGI, t'as pas la texture organique, justement la texture qui va nous rapprocher de ce qui se passe. C'est finalement assez lisse. Même si les CGI sont vraiment extrêmement bien faits aujourd'hui, je suis d'accord, mais tu n'auras jamais le rendu de la prothèse, l'épaisseur de la peau. Tu vois, quand tu mets un truc dans la peau, que tu vois que la peau se déforme un petit peu et tout ça, ce sera jamais aussi fort si tu fais tout en CGI. Par ailleurs, j'utilise quand même des CGI, mais pour venir là où la prothèse ne peut pas aller. Ouais, voilà, je fais un mélange des deux dans ces cas-là. Typiquement, le bébé à la fin de Titane, il est moitié prothèse, moitié CGI pour tous les mouvements. Pour la colonne vertébrale, c'est les deux. Et tout ça. Donc, ma source, c'est mes parents. Oui, il faut faire beaucoup de recherches. Et tu ne peux pas imaginer les situations vraiment comiques dans lesquelles je me retrouve avec mes parents à leur demander si on peut vraiment tuer quelqu'un comme ça, et si oui, s'il te plaît, décris-le-moi. Voilà, avec mes parents. Peut-être une dernière question, et après, on va libérer Julia. Oui. Ouais, bonjour, je veux juste vous dire, dans le film de Garance, c'est ça, quand elle est dans son lit et qu'elle est allée dans le miroir. Dans Junior. Junior. Comment vous avez fait pour montrer cette métamorphose? Quelles sont les étapes ou bien les outils dont vous utilisez pour montrer la métamorphose des personnages dans vos films? Dans le cas de Junior, c'est assez frontal, parce qu'en fait, c'est l'histoire de Junior. 13 ans, garçon manqué, pas du tout bien dans sa peau, tout ça, qui se chope une gastro-entérite de la mort. Donc il passe son temps et aux toilettes et dans un bain et à suer dans son lit. Et en fait, cette gastro-entérite se met à avoir à prendre un tour plus du tout réaliste, puisqu'elle se met à peler et tout son corps se met à peler. Et en perdant ses lambeaux de peau, elle découvre dessous des écailles androïdes reptiliennes. Voilà. Carpenter, ouais. À la mouche, c'est Cronenberg. Moi, je me sens plus proche du cinéma de Cronenberg que celui de Carpenter, même si j'adore Carpenter, mais c'est vrai que je me sens plus proche du body horror, des corps et tout ça, voilà. De toute façon, oui. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est évidemment, après, on a plusieurs influences dans la vie, mais pour ce qui concerne l'horreur, c'est vrai que pour moi, mon influence première, c'est le body horror, très clairement. C'est tout ce qui a trait à la transformation des corps. Et ça peut être aussi Peter Jackson avec Brain Dead, si vous voulez aussi, et tout ça, ça peut être n'importe quoi. Il se trouve que mon réalisateur, on va dire celui qui a vraiment changé ma manière de voir les choses quand j'étais adolescente, c'est Cronenberg, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y en a d'autres.
Une dernière question. Voilà. Bon, monsieur. Merci. Moi, je m'appelle Hussein. Bonjour. Je suis le Charlot de Marrakech. Je suis le Charlot de Marrakech. Je viens de Essaouira, association de films Mogador. Je fais seulement une comparaison. Je trouve que le film Junior, c'est très, très important. Seulement, si on compare avec les jeunes hommes, les jeunes filles, par exemple, les jeunes garçons qui restent toute la journée ou le soir fermés dans leur chambre, c'est comme un cocon. Alors, ils sont en contact avec les mass médias, avec leur iPhone avec, par exemple, le TikTok ou comme ça. Et parfois, il y a le grand-père, par exemple, comment dire, ma nièce, la petite s'appelle Wissal, 14 ans, la puberté. Le grand-père qui veut seulement, il dit toujours, taisez-vous, il veut seulement le silence. Il est 90 ans, 91. Il veut seulement le calme, sa maman qui casse le silence. Et parfois, il y a aussi la petite fille qui ouvre la porte et casse et fait des surprises parfois. Alors il crie et il fait des choses qui sont parfois, on ne peut pas le comprendre. Maintenant, j'ai compris pourquoi la petite fille qui ouvre la porte avec une force et elle crie et elle fait parfois une démonstration pour montrer sa présence. Et il fait des surprises, c'est comme la petite Alexia. Junior nous permet de comprendre mieux les adolescents, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est génial. Ça me fait plaisir. Je suis contente. C'est parfait comme conclusion. Merci beaucoup, infiniment, Julia Ducournau, vraiment. Et merci à vous pour vos questions et votre attention.